de Douala, dans son 2e arrondissement, plus précisément au lieu-dit Bonateki. Nous allons à la rencontre d'une jeune fille de la vingtaine dont l'état de santé est inquiétant, engageant même son pronostic vital. La vidéo de sa métamorphose en raison de sa maladie a ému plusieurs d'entre vous. Elle, c'est Sorel. L'histoire de sa maladie part d'un fait banal. Je m'appelle Indale Manjoum Irène, la maman de Kenny Fosso Sorel, qui souffre en ce moment. Ma fille a commencé à l'âge de 2 ans par les amygdales. Ça, c'est le nom qu'on m'a donné à l'hôpital avec le pédiatre. Je lui ai demandé ce que c'est. Il dit il y a 2 sortes de boules comme les abcès au niveau de la gorge là, qui font élever la température. Parce que je lui avais expliqué au pédiatre que ma fille ne dort pas la nuit, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et la température était toujours à plus de 40, 41. Et elle a été très vite soumise aux antibiotiques. Il m'a même proposé qu'on pouvait extraire, c'était la seule solution. Donc j'ai paniqué. Son papa et moi avons pris le temps de réfléchir et entre-temps, une voisine du quartier m'a dit que c'est un cas qui peut se soigner aussi à l'indigène. On a dit ok, on ne perd rien en essayant. Comme ça qu'elle a fait des mélanges d'herbes avec le manyanga. Je ne sais pas ce qu'elle a concocté, mais je sais qu'il y avait le manyanga noir, elle a mélangé. Elle m'a dit qu'il faut faire lécher à l'enfant. Et je me suis seulement rendu compte qu'elle a fait 1 semaine sans température élevée, 2 semaines, et pouf, c'était parti. J'ai remarqué qu'elle ne faisait plus de température. Parce que c'est quand la température était élevée que je me rendais compte que le mal a repris. Donc c'est passé, elle a fini son école primaire. Quand elle entre au lycée bilingue de Deido, parce qu'elle a fait la session anglophone, et de la 6e jusqu'en 4e, tout allait bien. Quand ce phénomène de transe a commencé, elle était parmi les jeunes filles qui tombaient. Elle était encore toute petite à l'époque. On m'appelait, comme la maison n'est pas loin du lycée, on venait me chercher que l'enfant est tombé en transe. Je la prenais et on partait à l'hôpital. À l'hôpital, on m'a demandé de faire certains examens, vu qu'elle était inconsciente et elle avait des battements de cœur un peu forts. Donc on a fait tous les examens, on a demandé. On rentre à la maison, ça va, 2 jours après, elle reprend l'école. Ces phénomènes ont un peu duré parce qu'elle a fait le lycée là jusqu'en première. C'est en terminale qu'elle allait au lycée de l'Opom. Donc elle a eu ça peut-être 2 ou 3 fois. Quand elle obtient son bac, ça recommence. Elle me dit, je sens de temps en temps essoufflée. Je dis, mais qu'est-ce que tu as eu à faire en journée? Ou bien tu as eu quelque chose qui t'a dérangé? Elle dit non. Je ressens seulement, quand je fais un petit exercice là, je sens mon cœur battre très vite. Parfois c'est comme si ça voulait s'arrêter, ça ne battait plus. J'ai dit ok. Elle me dit ça. Le lendemain, je lui dis ok, on va voir ce qu'on va faire. Il faut d'abord dormir. On prie, on dort. Et quand le lendemain matin on se réveille, je lui dis bon, tu as dormi comment? Est-ce qu'on peut aller à l'hôpital? Elle dit non, je crois que ça va. Je crois que ça va. On laisse tomber. Après, une fois, en 2020, déjà qu'en passant, elle avait des problèmes de peau. C'était comme une sorte d'allergie quand elle faisait la maternelle et tout ça. Donc, le docteur Ngouane, le dermatologue qui est à l'hôpital général, il nous consultait à l'époque ici à la pharmacie mondiale. Il m'a dit de faire attention à sa literie, qu'elle soit propre, toujours repassée. Il m'a donné des pommades, des savons et tout que j'utilisais. C'est passé, mais ça lui a laissé des taches. Bon, en 2020, là, subitement, je vois des boutons. Elle me dit que maman, les boutons là ont repris. Je dis comment ça? Depuis le bas âge, les boutons n'étaient plus, ça avait déjà séché. Tu as mangé quoi? Ou tu as pris quoi? Les jus, c'est les filets. Elle dit non. Là maintenant, ça
Ça rejaillit même jusqu'au niveau du visage. Parce qu'avant, c'était sur les bras et sur les pieds. Ce qui fait qu'elle-même, elle a adopté son habillement. Elle était toujours en pantalon ou toujours en longue jupe pour éviter que ses camarades ne voient les taches. Voilà. Je lui dis peut-être c'est ça qui a repris, mais je ne suis pas sûre. Comme ça qu'on se dirige à l'hôpital général, voir le dermatologue. Le dermatologue a fait les examens. Elle a commencé, une dame, je crois, madame le docteur Ikambi, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Elle a commencé même par faire l'examen du VIH, parce que là, elle avait vraiment perdu du poids et il avait des boutons. Elle a fait l'examen du VIH qui était négatif. Elle est allée jusqu'à prendre un peu de sa peau pour examiner. Elle a prescrit des lotions, des savons, des pommades et tout qu'on a utilisé. Mais rien ne changeait. Rien ne changeait. Après ça, elle a recommencé. C'était déjà récurrent. Ces problèmes de battement de cœur et tout, quand elle faisait un peu d'effort. Mais jusque-là, elle ne se fatiguait pas. Elle allait à l'école, elle a obtenu sa licence et tout. Et à un moment donné, elle a commencé à faire son petit commerce quand elle a obtenu sa licence. Parce qu'elle a fait communication. Elle a obtenu sa licence. Elle m'a dit que je vais faire un petit commerce. Parce que moi, sa maman, je vends au marché de Bonam Sadi. Je vends un peu de tout. J'ai associé un peu de pâtisserie dans les gaufres. Comme je l'amenais dès le bas âge pour me donner un coup de main, elle a capté rapidement la façon de faire. Donc, pendant les vacances, elle venait m'aider à faire. Donc, quand elle a obtenu sa licence, elle me dit que non, elle ne peut pas rester comme ça. Elle va vendre les gaufres, que je lui donne juste quelques machines. C'est comme ça qu'elle a commencé à vendre ses gaufres en attendant. Mais parfois, quand elle revient le soir, elle me dit, je suis très fatiguée. Je lui dis, non, c'est peut-être parce que tu as trop travaillé. C'est pour ça que tu es fatiguée. Elle me dit, non, je sens comme si mon cœur a repris. Ça bat au ralenti. Parfois, ça bat fort. J'ai dit, ok, là, il faudra qu'on voie un cardiologue. En tout cas, les problèmes de boutons là sont là. Elle utilise les lotions et les pommades qu'on lui avait prescrit. Elle continue tout doucement. Il y a sa tante qui était venue au Cameroun passer quelques jours. Elle a trouvé ce problème de battement. Quand elle est venue lui rendre visite ici, elle lui a dit, bon, on m'a parlé d'un cardiologue à Dobon Zachman, cœur et vie. Il vient me retrouver le matin, on part là-bas. Elle me dit, ok, moi je vais donc retrouver ma tante. Elles sont parties. Les nouveaux symptômes de la pathologie de Sorel vont alerter et alarmer la famille. Au-delà des apparitions cutanées, de l'essoufflement, de la fatigue, vient s'ajouter le gonflement de ses pieds, d'où l'importance de véritablement emprunter le trajet médical. Le docteur a vu ses pieds enflés. Quand il mettait le doigt, il y avait un petit trou qui restait. Il dit, ce que je soupçonne là, j'ai bien peur que ce soit un peu sérieux là. Il a donc prescrit une liste d'examens, beaucoup de choses. C'était à plus de 140 000. Sa tante est partie. Elle lui a promis de lui envoyer l'argent pour qu'elle suive ce médecin. 2 semaines, 1 mois après, je lui ai dit, on ne va pas rester à attendre. C'est vrai que tout de suite, là, je n'ai pas les 150 000. Mais je propose qu'on aille voir ailleurs. On pose un autre diagnostic, on essaie de voir. C'est comme ça qu'on se rend donc. Après quelques renseignements, on me dit qu'il y a aussi un cardiologue à l'hôpital du district de Bangui. C'est là où tout a commencé. On se rend donc là-bas. Elle demande aussi une série d'examens. Pendant qu'elle la consulte donc, elle pose des questions. Elle dit, bon, tu vas faire tel examen, tu vas faire ceci, tu vas faire ça. Elle dit, ok, je vais en parler à maman. Et si elle me donne l'argent, je vais revenir. Elle lui a même indiqué là où on devait faire à Queen Garden. Mais elle s'est rendue, il y a quelque chose qui a attiré l'attention du cardiologue en question. Elle dit, ma fille, vous avez mal au cou? Elle dit, non. Mais quand vous m'expliquez ce que vous ressentez, je vois de temps en temps comme une boule au niveau de votre cou. Elle dit, non, je ne ressens vraiment rien, ça ne me fait pas mal.
Elle essaie de la consulter, elle tourne un peu son... Elle voit non, il y a une boule qui se dessine. Elle dit ok, je soupçonne quelque chose, mais comme je ne suis pas spécialiste de ça, je vais faire appel à ma collègue, elle est endocrinologue, pour qu'ensemble on essaye de voir. C'est comme ça qu'elle lui dit de venir m'en parler. Et si je suis d'accord, on consulte Dr Mbaga, elle est à l'hôpital de Bonham Sadi. La révélation du signe que présente Sorel va, après les examens, être clairement identifiée et elle sera soumise à un traitement. Plus tard, cette prise médicamenteuse va davantage affaiblir Sorel. Sa mère va aller de médecin en médecin dans la recherche d'une solution appropriée à l'organisme de sa fille. Elle a aussi, j'ai été d'accord, on a consulté le docteur Mbaga, elle a fait son diagnostic. Après beaucoup d'examens, on a dit qu'elle est hyperthyroïdie. Je lui demande, c'est encore quoi? Moi j'ai d'abord cru entendre typhoïde. Elle me dit non, elle a l'hypotrophie à l'hyperthyroïdie. Je dis ah. Moi je viens pour un problème de cœur, donc il y a autre chose. Elle me dit oui. C'est alors quoi cette maladie? Elle dit c'est pas trop fréquent, mais c'est là, les gens en souffrent. Ces jours-ci, les gens, j'ai des cas que je reçois ici, c'est une maladie, c'est un peu comme le goitre. Généralement, on reconnaît le goitre parce que ça s'extériorise. On voit une grosse boule là et qu'on peut enlever facilement, mais pour votre fille, c'est à l'intérieur. Mais c'est pas grave, on peut soigner, comme on a découvert. Donc c'est comme ça qu'on suit, et le cardiologue et l'endocrinologue. Mais on s'est retrouvés chez un autre endocrinologue parce que quand elle a commencé le traitement de la dame de l'hôpital de Bonham Sadi, elle a eu comme une sorte d'allergie. Elle se sentait très fatiguée, elle perdait trop de poids. Donc j'ai préféré rentrer à l'hôpital, expliquer à la dame. Elle nous a carrément refoulé, elle a dit arrêtez le traitement, allez faire les examens que j'ai demandé. Donc c'était un peu sec et brut, ça nous a un peu refroidi. Et là, on nous a mis en contact avec le Dr Njoko, un endocrinologue qui a longtemps travaillé à l'hôpital général. Il a ouvert sa structure à Bonabéry, derrière voilà, Palace. C'est lui qui a accueilli l'enfant, il a regardé tout le dossier médical, il a dit c'est bon. Il ne nous a pas demandé de refaire tous ces examens parce que c'était vraiment coûteux. Il y a un seul qui n'arrivait pas à mieux comprendre, il nous a dit de refaire ça. On a refait ça, il a dit madame ne vous inquiétez pas, est-ce que vous avez de l'argent? J'ai dit je n'en ai pas, mais Dieu fera ses grâces. J'ai dit pourquoi? Il dit que c'est un traitement qui va mettre long et qui sera coûteux parce qu'il faudra acheter des remèdes tout le temps, il faudra faire des examens tous les 2 mois pour vérifier le fonctionnement des reins et autres. C'est en vérifiant qu'on saura s'il faut diminuer la dose de médicaments, s'il faut augmenter et tout. J'ai dit, on va seulement commencer. Je ne garantis rien, mais j'ai la foi que Dieu pourvoira. C'est comme ça qu'on commence le traitement chez l'endocrinologue. Et tout allait bien. Mis à part ce problème d'hyperthyroïde, se pose son insuffisance cardiaque qui est à l'origine de la constante fatigue physique. En même temps, on a continué avec le cardiologue parce qu'elle était suivie par les deux. Le cardiologue, il a fait son diagnostic. Il a dit qu'elle a une insuffisance cardiaque. Et il a utilisé un terme là que chez tout être humain normal, en santé, qui est jeune, c'est dans les 80. Quand on prend de l'âge, c'est dans les 52. Mais quand il fait la radio du cœur ou c'est l'échographie du cœur, je ne sais pas. Pour ma fille, c'était à 30. Parce que quand il faisait ça, il a secoué la tête. Ça m'a inquiété. J'ai dit, donc, c'est comment? Il dit, non, je vais vous expliquer après. Il fait entrer la fille dans la chambre parce qu'on l'avait internée. Il me fait appeler dans son bureau. Il m'explique qu'elle a une insuffisance cardiaque. Il a essayé de m'expliquer le ventricule gauche. Après les radios est un peu plus gros que le ventricule droit. Donc il y a un seul qui fonctionne
pour aérer l'organisme, c'est un peu difficile. C'est pour ça qu'elle a toujours ces problèmes de respiration. Chaque fois, elle étouffe et tout. Mais il ne me garantit pas une totale guérison parce que c'est assez avancé. Mais comme c'est Dieu qui a le dernier mot, il pourra faire le miracle. On peut donner un traitement qui va remonter. Ça ne pourra plus être à 52 comme pour tout le reste. Mais son souci, c'est que ça aille même jusqu'à 40 pour qu'elle ait une vie normale. Parce qu'il y a des gens qu'on voit dehors là qui marchent normalement, mais ils ont leur pathologie, tu ne peux pas savoir. Si on arrive à 39, 40, ce sera bien pour elle. Elle est à 30, elle est essoufflée. C'est pour ça qu'elle ne fait aucun effort. Elle est toujours alitée parce qu'elle est faible. Et parfois, elle fait des efforts, elle veut aller vendre ses gaufres, mais elle revient. Moi, je suis fatiguée, je suis très fatiguée. Elle cherche un endroit où s'asseoir et tout. J'ai dit, il faut donc arrêter même tout ça. Il faut arrêter. On s'est retrouvés chez le cardiologue diabète à l'armée de l'air parce que ce qu'on prenait ici à Bangui. Son cardiologue, là, elle avait voyagé. Elle allait continuer sa formation ailleurs, à l'étranger. Donc on s'est retrouvés avec un autre cardiologue. Quand elle a fait la chute, nous sommes allés à Padre Pio. Il a posé son diagnostic. On a commencé le traitement. Quand elle a refait une autre chute, on arrive à Padre Pio parce qu'elle était presque mourante. On dit allez à la cantine, on ne peut pas vous recevoir. J'ai dit, au lieu d'aller à la cantine, descendons une fois à Bonamoussadi. À Bonamoussadi, on fait appel à un autre cardiologue, Nganko, qui a aussi posé son diagnostic. Mais comme il n'était pas très stable lui aussi, on nous a donc dirigé vers Dr Diabète, qui est à Bonapriso, c'est un centre de cardiologie reconnu. On lui a montré tout le dossier, il a dit, effectivement, il a confirmé le diagnostic. Et il dit on a fait beaucoup de tours. Et tout ce qu'on a prescrit à l'enfant là, son corps ne tolérait pas. Et quand on explique au cardiologue d'avant qu'elle prend ça, mais ça ne donne pas. Elle est fatiguée. Dès qu'elle prend ça, son corps, elle a comme si elle a des fourmillements, elle a comme si la respiration veut caler. Et quand j'explique, on dit non, il faut prendre, ce n'est que ça qui peut l'aider, il faut prendre. Et elle aussi, ça ne donne pas. Elle me dit, maman, je ne prends pas. Parfois, même elle est très chère. Quand je sors les médicaments, comme je sors là, je dis, prends. Elle me dit, oui, j'ai pris, alors qu'elle n'a pas pris. Parce que quand elle ne prend pas, elle est un peu plus à l'aise. Mais quand elle prend, c'est la catastrophe. Donc, il y a finalement des amis et des coups de fil et tout le reste qui m'ont dit, vous savez quoi, allez à Bonapriso. Il y a au moins 4 ou 5 personnes qui nous ont dit ça. Et comme on ne tolère pas tout ce qu'on dit là, le cardiologue là insistait sur les mêmes produits qui la gênaient. Madame Ndale, voyant sa fille souffrir malgré les médicaments prescrits par le cardiologue, va une fois de plus changer de médecin. Nous sommes arrivés à Bonapriso, le cardiologue, on lui a expliqué ça, il a changé le traitement. Il a changé le traitement. Il a soumis l'enfant sur le traitement en nous disant que quand on a déjà ce genre de pathologie, il faut rester stable. C'est pas bien de faire des tours. Je lui ai dit, j'ai compris, je ne le faisais pas de gaieté de cœur. Moi, je recherchais la stabilité. Donc, j'ai compris, je me suis retrouvée là parce qu'on m'a parlé de votre clinique et tout. Et c'est là-bas que je suis jusqu'à présent. C'est là-bas que je suis jusqu'à présent. Quand j'arrive là-bas, il sait ce qu'il doit faire pour qu'elle soit un peu calme. Il m'a dit, dès que vous ressentez un petit changement de respiration et tout, n'hésitez pas à revenir immédiatement à l'hôpital ou alors appeler le secrétariat. On va vous dire ce qu'il faut faire parce que j'ai des médicaments. J'aime le tensiomètre ici que j'ai acheté parce qu'elle doit vérifier sa tension à tout moment. Il y a des moments où sa tension est à 7, à 8. Donc quand j'appelle là-bas, on me pose des questions. Quand je dis c'est à 7, c'est à 8, on dit il faut venir rapidement. Et là, ils la prennent en charge immédiatement. La manifestation des crises de Sorel engage plusieurs fonctions de son organisme, désormais identifiables par sa mère. Je le reconnais parce que depuis qu'elle est malade,
elle ne dort pas, elle n'a pas un sommeil facile déjà. Et quand ça ne va vraiment pas, elle n'arrive pas à s'allonger pour 15 minutes comme elle est là maintenant. Toutes les 5 minutes, elle va chercher une position. Tu vas mettre les oreillers de ce côté, non. Elle enlève, elle met de ce côté, non. Elle se couche, non. Elle cherche une position. Donc quand je la vois déjà faire tous ces mouvements, je sens que ça ne va pas. Et là, ça veut dire qu'il y a déjà un peu d'eau au niveau de son cœur. Elle n'arrive pas. Et ça lui donne la toux. Et le médecin endocrinologue qui l'a su m'avait donné tous ces symptômes. Elle aura la fatigue, elle aura la toux, elle aura la diarrhée, elle aura les boutons, elle aura ceci. Mais ce n'est pas une toux normale comme les autres. Même la diarrhée, ne panique pas, ce n'est pas une diarrhée comme les autres. C'est dû à ces deux pathologies qu'elle a. Et on lui a demandé, qu'est-ce qu'on peut donc faire pour que ça s'améliore facilement. Parce que le cardiologue, lui, il avait proposé qu'on fasse une opération pour extraire cette thyroïde. L'endocrinologue a dit non. Tel que le cœur est assez faible, elle ne peut pas suivre une intervention là maintenant parce qu'elle peut lâcher. Lui, il fait son travail et c'est en train d'évoluer parce que effectivement, c'est en train d'évoluer. Depuis, après 3 mois ou 4 mois de traitement chez l'endocrinologue, ça a baissé. Cette boule qui se présentait chaque fois quand elle s'exprimait, on ne la voit plus. Donc ça a effectivement baissé. Donc quand on va, des rendez-vous chez lui, c'est tous les 2 mois. Quand on va là-bas, il regarde, il essaie de continuer le traitement, le néoméprazole qu'elle prend, et il prescrit les examens à faire pour vérifier si tout est bien. Parce qu'il m'a dit qu'elle n'a plus droit à une infection, parce qu'une petite autre infection peut être fatale pour elle. Au fil du temps, la pathologie que porte Sorel va détériorer son état de santé, ce qui affecte de façon directe les économies de sa mère, petite commerçante qui n'a cessé de lancer un appel à l'aide au cœur de sa famille. Il y a 1 an et demi que ça s'est vraiment compliqué. Il y a 2 ans, 3 ans, on jonglait, parce qu'elle faisait un peu d'effort, on jonglait, on se disait que non, ça va aller. Mais ça s'est amplifié il y a environ 1 an que ça s'est vraiment amplifié. Là où elle ne fait plus aucun effort. Donc là, je suis obligée de m'occuper d'elle parce que le médecin a insisté qu'elle ne prenne pas de cube, juste un peu de sel. Comme elle ne doit faire aucun effort, je me lève le matin. Comme elle ne dort pas assez dans la nuit, je la laisse se réveiller même vers 9 h. Dès qu'elle prend son bain, parce qu'elle prend tout son temps, on ne la bouscule pas. Déjà que la maladie l'a rendue nerveuse. Normalement, elle est nerveuse. Donc avec la maladie, elle devient encore plus nerveuse. Donc je ne la bouscule pas. Je la réveille. Comme elle prend ses remèdes à 10 h, c'est l'heure qu'elle a choisie. Là, elle est sûre qu'elle est déjà debout. Donc quand elle se réveille à 9 h, elle prend son petit bain et je pose ses médicaments et son petit déjeuner. Quand elle prend ça, je me rassure qu'elle a pris et que le petit déjeuner n'a pas de cube, juste un peu de sel. Là, je peux partir au marché. Et au marché, j'appelle. J'ai ma belle-sœur à la maison. J'appelle, qu'elle regarde un peu si tout va bien. Et qu'elle se rassure que son remède de midi, elle a pris. Et là, je reviens le soir, je continue. Donc quand je suis au marché, mon téléphone est toujours à côté de moi parce qu'à tout moment, il sonne et j'abandonne tout, je viens. Maman, ça ne va pas, j'étouffe. Là, je viens directement, je prends le taxi, on va à l'hôpital. Ça ne va pas, mais ne t'inquiète pas, il faut revenir le soir. On va voir ce qu'on peut faire. Quand elle dit déjà ça, je sais que ça commence déjà à... Oui, donc c'est un peu ça. Donc en 1 mois, on fait 3-4 hospitalisations. On sort aujourd'hui, on fait 2 jours, on repart. Parce qu'il m'a dit de ne pas hésiter. Dès que, comme c'est compliqué là, dès que je vois que ça ne donne pas, que je la ramène, ils sont mieux placés là-bas pour contrôler et faire ce qu'il y a lieu de faire parce que son cas est un peu délicat. Oui, je vends au marché de Bonham Sadi depuis plus de 25 ans. Je fais dans les épiceries et un peu de pâtisserie, ou les gaufres. C'est l'activité qu'elle a pris de moi. C'est ça qu'elle a continué. Je fais dans l'épicerie, je vends tout ce qui est épices camerounais, les poivres en gros, en détail.
des trucs denrées non périssables. Ça ne me permet vraiment pas, si je dis que ça me permet, c'est que j'ai menti. Mais il y a l'apport de son papa, de la famille de son papa et de ma famille qui me viennent en aide, et les amis aussi qui me viennent en aide de temps en temps, parce que honnêtement, les remèdes par mois, c'est plus de 50 000. Et les examens qu'on doit faire tous les 2 mois pour vérifier si tout va bien, c'est dans les 70 000. Et tout ça chaque mois. Ils me viennent en aide, mais à un moment donné, les gens se fatiguent. Ils se fatiguent. Tu vas appeler aujourd'hui, oh, je suis à l'hôpital. Oh, le remède est fini. Tout ça, c'est stressant. Donc j'essaie de gérer avec des réunions, un peu d'argent d'emprunt à gauche, les amis qui soutiennent à droite, et ainsi de suite. Comme ça que je gère. La situation que vit Sorel est des plus pathétiques. Plusieurs de ses activités lui manquent, surtout la sociabilité que cela lui offrait. Qu'est-ce qui me manque? Mon école d'abord. J'ai arrêté mon école en Master 1. Mon école me manque parce que j'aimais vraiment la branche que j'ai choisie, communication et interprétation. Mon école, ma petite activité. Parce que ça me permettait de rencontrer des gens, surtout les jeunes. J'étais vraiment épanouie dans ça. C'est quelque chose dans laquelle j'ai grandi. J'ai toujours aimé créer, faire des trucs. Tout ce qui concerne la pâtisserie. Et je me suis toujours dit que même si je travaille dans un bureau, je vais être traducteur et tout, j'aurai ma pâtisserie un jour. Donc, c'est ce qui me manque. Voilà les 2 choses qui me manquent le plus. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui sortait beaucoup, qui marchait beaucoup. Donc voilà les 2 choses qui me manquent vraiment. Concernant ses amitiés, même si beaucoup d'entre elles se sentent dissoutes, il y en a qui se sentent renforcées. Cela a permis à la jeune fille de s'accrocher et de tenir le coup. Sa vie se passe entre les formations sanitaires et la maison familiale. À la base, quand même, je suis quelqu'un de très social. Je ris beaucoup. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont étonnées de la maladie. Parce que moi, je n'ai même pas dit que je suis malade. Je ne le dis pas. Quand on me demande comment tu vas, je dis ça va. Très peu de personnes le savaient. Vraiment très peu. Donc certains sont restés fidèles, d'autres non. Les moqueries, les tâches, tout ça, tu as trop changé, les cheveux qui s'arrachaient, peut-être le cancer. Donc, les rumeurs qui ont commencé à se répandre, surtout au quartier. Et je suis dans un quartier vraiment d'Edo. Ceux qui le savent, d'Edo, c'est un quartier qui bavarde beaucoup. Donc il suffit qu'on te voie comme ça, tout le monde te permet de dire tout et n'importe quoi. Donc ça a été vraiment très difficile de ce côté-là, mais il y a très peu d'amis qui sont restés. Ceux qui sont restés sont vraiment restés depuis le premier jour. Ils sont vraiment restés. Chaque fois que je dis à quelqu'un, je suis à l'hôpital, la personne me dit encore, dans d'autres termes, massa, tous les jours. Je dis, mais vous ne savez pas que même entrer à l'hôpital chaque semaine, c'est une grâce. Je suis à Padre Pio, je suis à l'hôpital, à la BPCT, je vois des personnes mourir. À tout moment, on me dit petite infection, la personne, tu vois seulement le drap passer. Et moi, je suis là chaque semaine, j'entre à l'hôpital, je sors. Je me dis, si je devais mourir depuis. Si Dieu permet que je sois encore là, ça veut dire qu'il y a encore un espoir. Il y a ma mère aussi. Quand je la vois, j'ai mon ami aussi. Quand je le vois, il est là. Matin, soir, il ne me laisse pas. Même m'abattre, même les jours où je n'ai pas le moral, il ne me laisse pas. Les 2 ne me laissent pas. Ils sont toujours en train de m'encourager. Non, ça va aller, ça va aller. Je sais que Dieu est là aussi. Je sais que s'il n'a pas permis depuis, avec tout ce que j'ai eu à consommer comme différents traitements, même les docteurs disent que normalement, là, toi,
ton cœur aurait même dû s'arrêter depuis parce que j'ai consommé beaucoup trop de traitements. On a cité tout à l'heure au moins 6 cardiologues. Je vous assure que parmi les 6 cardiologues, personne ne m'a dit arrête de manger le sel, arrête de manger le cube. Pour moi, ce n'est pas normal. Pour moi, ce n'est vraiment pas normal parce que sur le net, quand tu tapes déjà insuffisance cardiaque, le régime alimentaire suit. Donc je me suis posé les questions, mais comment est-ce qu'un docteur reconnu, il voit ton dossier médical, il ne te dit pas arrête de prendre ça. À chaque minute qui passe, Sorel fait un pas de plus vers la mort. Avec un rythme cardiaque anormal et le risque d'infection, son pronostic vital est sérieusement impacté. Sauvons cette jeune fille par la force de la solidarité humaine. Ce que je demande à mes frères et sœurs dans le monde entier, c'est déjà, je vais commencer par remercier toutes les personnes qui ont commencé à agir depuis quelques jours, depuis la semaine passée. Je vais les remercier d'abord, je vais d'abord leur dire merci à ces personnes-là. Et j'attends beaucoup de soutien venant de mes frères et sœurs. Au niveau, je vais commencer par le moral, au niveau du moral, parce que jusqu'ici, ma maladie était cachée. Il n'y a que les gens de la famille très proches qui savaient. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui est au courant. Ça fait plaisir que tout le monde t'appelle. Même si ce sont des inconnus, te dit ça va aller, ça réconforte vraiment. Ça réconforte vraiment. Donc, le soutien moral, spirituel aussi surtout. Parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et le fait de savoir qu'il y a des personnes qui prient pour toi, qui t'appellent, c'est Sorel, je n'ai pas d'argent à te donner, mais je prie pour que ça aille bien. Il faut avoir la foi, ça va aller et tout. Sur le plan financier, comme j'aime souvent dire à mes proches, je ne sais pas ce que Dieu a prévu, parce que ça fait peur d'entendre opération, évacuation. Je suis sincère, moi ça me fait peur vraiment. D'entendre on va retirer ton cœur, on va faire comme ça fait vraiment peur. Mais je dis à Dieu, si c'est ta volonté, que ta volonté se fasse. Si il y a la possibilité pour que je quitte le pays, qu'on m'évacue, pour que je me sente mieux, que je retrouve un semblant de vie, ou mieux encore, que je retrouve une totale guérison, que ta volonté se fasse. Donc j'attends vraiment tout ça venant de vous. Tout ça, le soutien moral, spirituel et financier, selon ce que chacun peut apporter, que chacun donne selon ce qu'il a.